En tant que citoyen, en tant qu'habitant de la Haute-Savoie, comment allez-vous? Comment vont vos proches en quelques mots? Écoutez, je vais bien, mes proches vont bien. On essaye de vivre ce temps du confinement de la meilleure manière possible, c'est-à-dire d'abord autour de nos proches, de notre famille, de nos parents, en prenant des nouvelles des personnes qui nous sont chères, et puis en prenant le temps aussi de faire les choses qui sont pas évidentes à faire au cours de l'année, parce que nous avons des vies les uns et les autres extrêmement chargées, et donc c'est ce temps un peu de répit qu'il faut utiliser au mieux, au mieux. Je pense que tout le monde fait un peu ça. Et à cet égard, je trouve que la réouverture des déchetteries dans le département démontre combien les Hauts-Savoyards ont pu faire du ménage chez eux, ont pu prendre en charge un peu leur domicile et ont pu vraiment utiliser ce temps et le mettre à profit. C'est vrai que ce ménage de printemps ressemble vraiment à aucun autre. J'aurais une première question à poser à Loïc Hervé, notre premier invité ce soir. Rebonsoir, Monsieur Hervé. Vous êtes donc sénateur de la Haute-Savoie, très engagé. On vous a beaucoup vu ces derniers jours, ces dernières semaines, aller de l'avant justement pour des initiatives. Ma première question est une question de réflexion. Quand je vois ce qui se passe en Espagne, en Italie, au Portugal, qui eux prévoient on va dire un déconfinement à partir de septembre avec une rentrée à partir de septembre, pourquoi reprendre si tôt finalement? C'est un choix qui est terrible en fait, qui doit être fait par nos décideurs politiques, qui est celui à la fois de la préservation de la vie humaine, et Dieu sait qu'elle est importante pour nous et qu'il faut que nous préservions la vie notamment des personnes les plus âgées. Et en même temps, il faut que la société puisse continuer d'exister et surtout sur un plan économique. Et cet équilibre, cette voie de crête, elle est très compliquée pour les décideurs politiques que nous connaissons. Et j'ai une pensée pour les Italiens et les Espagnols qui connaissent une situation difficile parce que, à la différence de la France, ils ont vu leurs hôpitaux saturés et dépassés complètement, alors que ça n'a pas été notre cas, même si nous avons une mortalité comparable. On ne peut pas tout à fait comparer la situation française et la situation de nos voisins transalpins ou espagnols. Et donc, cette question-là, elle est très importante. Elle obsède les décideurs politiques que nous sommes pour savoir comment on peut arbitrer entre ces deux impératifs. Moi, je crois que la meilleure des solutions à faire, c'est la reprise de l'activité économique au plus vite, même avant le 11 mai dans les secteurs qui le permettent, et après le 11 mai, de permettre qu'on ne vive un déconfinement qui va nous demander une discipline qui n'est pas propre aux pays latins, mais qu'en Haute-Savoie, nous pourrons peut-être mettre en œuvre parce que nous avons aussi une forme de culture un peu hybride qui permettent de faire les choses en bon ordre et donc de reprendre une activité économique tout en garantissant les gestes barrières. Ça n'est pas une lubie. Il s'agit par exemple de protéger la vie de nos personnes âgées en EHPAD et donc se dire que si on déconfine n'importe comment et qu'on pense retrouver la vie d'avant dès maintenant, eh bien nous commettrions des erreurs qui seraient fatales aux personnes qui nous sont les plus chères. Et finalement, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on est dans l'apprentissage, dans l'inconnu finalement, dans cette crise. Il y a 4 ou 5 semaines, on nous disait qu'il fallait absolument arrêter les écoles puisque les enfants pouvaient être vecteurs, porteurs sains de ce virus, pouvaient le transmettre justement aux personnes âgées. Donc on a dit tout de suite, par mesure de sécurité, évitons que les enfants, que les petits enfants se retrouvent avec leurs grands-parents. On va essayer de confiner tout le monde. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un petit peu l'inverse. Et puis, moi, j'ai une question à vous poser. Euh, Pourquoi ce 11 mai d'un seul coup pour tout le monde? Parce que c'est la même chose pour nos voisins suisses, c'est la même chose pour nous. Qu'en est-il? C'est le besoin d'une reprise économique avant tout, ou il y a autre chose derrière? Cette crise du Covid-19 est d'abord un appel à l'humilité. Moi, je suis pas médecin, je suis pas scientifique, je connais pas ces questions-là, et je m'aperçois depuis le début que ce que certains déclaraient comme être des vérités absolues se révèle être quelques jours plus tard comme des choses qui sont tout à fait contestables. Donc, il faut aller doucement et le monde scientifique avance pas à pas et avance comme il peut face à cette situation et
pour les questions médicales et scientifiques, moi, j'avance avec beaucoup d'humilité. Sur les questions de reprise du 11 mai, il n'a jamais été question d'un déconfinement total de la société le 11 mai. Même pas dans les écoles, parce que si on écoute le ministre de l'Éducation nationale annoncer ce qu'il prévoit être le déconfinement, sans même avoir discuté encore avec les élus locaux, et on a Christelle Beurrier qui est avec nous ce soir, qui pourra sans doute en parler, c'est quand même la démonstration que ça va se faire par étapes et semaine après semaine et territoire par territoire. Moi, j'ai été maire pendant une dizaine d'années. Christelle va l'être dans quelques jours. On voit bien que des contraintes locales existent, elles sont importantes, et que ceux qui sont en première ligne en face de leurs concitoyens, ce sont les maires, les adjoints, les élus locaux qui, eux, vont prendre des décisions, qui vont engager lourdement, mais très lourdement, la vie de la société jusqu'à l'été et qui vont déjà devoir, dès maintenant, on est au mois d'avril, préparer la rentrée de septembre, qui n'est pas une mince affaire, parce que si on doit envisager le maintien de mesures particulières à l'école en septembre prochain, je ne vous dis pas les contraintes considérables, notamment en matière de ressources humaines et de que ça suppose. Donc, pas de déconfinement le 11 mai. Le 11 mai, on y va doucement. Et dans les secteurs qui peuvent redémarrer, il faut y aller. Mais la date du 11 mai n'est qu'une fausse date en réalité. C'est un lancement pour commencer à préparer Je vous ai vu aller de front, notamment lorsqu'il était encore possible d'aller notamment à l'Assemblée nationale, défendre notamment ces amendes qui aurait été une excellente idée, ces amendes pour notamment faire un pot commun pour les aides-soignants. Et puis sur le secteur économique, vous aviez proposé justement que le paiement sans contact, ce fameux paiement qui permet aujourd'hui, et il porte très très bien son nom, de ne pas avoir à gérer de monnaie de main à main, ou même ne serait-ce de prendre la carte bancaire de votre client. Ce paiement sans contact, il y a bien sûr des frais dessus, et vous aviez justement l'idée de supprimer ces frais pendant cette période, ce qui va nous amener justement à la partie économique de cette soirée. Oui, j'avais deux propositions. La première, c'est que nous constituions une cagnotte sur la base des amendes du confinement au profit des soignants. Ça représenterait entre 50 millions et 100 millions d'euros. Le ministre de l'Intérieur, la semaine dernière, a dit combien il trouvait que symboliquement c'était une idée sympathique. Malheureusement, cette idée n'a pas été retenue pour des raisons de finances publiques et pour le fait simplement que, à l'instant où on parle, l'État vient d'engager dans un deuxième projet de loi de finances rectificative une centaine de milliards d'euros pour soutenir l'économie. Vous voyez un peu la différence de somme que ça représente, mais je pense que c'est par qui était prélevé sur les Français les moins citoyens aurait pu servir à soulager les soignants et à éviter d'aller solliciter les collectivités locales pour améliorer le quotidien de ceux et celles qui sont réellement au front. Parce que qu'on se le dise bien, c'est pas les élus locaux qui sommes au front. Nous, on est là en soutien. On est là on a des idées, on est généreux, on donne du temps. Christelle, par exemple, ou moi-même, on fait tout ce qu'on peut. Mais ceux qui sont au front, ce sont les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, ceux qui sont auprès des soignants le plus possible. Et c'est à leur service que nous mettons notre énergie. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler. Je parlais d'humilité tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment une période où on doit bien hiérarchiser les choses et l'engagement des uns et des autres. Sur la question du paiement sans contact, alors, moi, je voulais la généralisation du paiement sans contact parce que les banques prélèvent 2,5% sur chacune des opérations. C'est cher pour les commerçants et je pense que la période du confinement aurait permis qu'on allège cette contribution des commerçants. Mais on a obtenu quand même quelque chose, c'est que le paiement sans contact sera désormais possible jusqu'à 50 €, ce qui permet quand même, dans un certain nombre de commerces, d'éviter les paiements en numéraire. Je rappelle que ma prise de position n'est pas du tout une prise de position contre la monnaie en numéraire. C'est un droit de chaque citoyen de pouvoir payer ce qu'il achète On est bien d'accord. en billets ou en pièces de monnaie. Et le défenseur des droits, Jacques Toubon, nous l'a rappelé ce matin, ne pas le faire pour un commerçant constitue une infraction pénale
et qui est susceptible de relever d'une amende. Donc je le dis aux commerçants, autant on peut encourager au paiement sans contact, autant on ne peut pas interdire le recours au paiement en espèces. On est bien obligé de garder tous les modes de paiement, mais il est vrai que si on s'arrête 2 petites minutes pour regarder le paiement sans contact justement, bah, il permet d'éviter le contact de main à la main. On s'aperçoit depuis maintenant quelques jours que les maires, les régions s'organisent et achètent eux-mêmes leurs masques. On a l'impression d'un changement. On est la France, un pays qui est très étatique, qui a toujours été un peu géré par le haut, par Paris, et on a l'impression aujourd'hui. Alors attention, je pèse mes mots en disant ça. On n'est pas à devenir un État fédéral comme nos voisins suisses. Mais on a l'impression finalement que les locaux, les régionaux commencent à s'organiser pour l'après. Alors moi, je suis tout sauf un jacobin, je suis plutôt un girondin, c'est-à-dire que je fais plutôt confiance aux collectivités locales et au terrain pour répondre aux impératifs, même si la solidarité nationale a tout son sens. Et on l'a vu d'ailleurs dans cette crise du Covid-19 qu'elle était nécessaire, y compris dans les moyens et dans les questions de l'hôpital public, des moyens du SAMU. Et donc il y a un équilibre à trouver, évidemment. D'abord, je voulais remercier toutes celles et tous ceux, on vient de l'entendre à l'instant, qui ont pris des initiatives locales de fabrication de masques, de blouses en destination d'abord des soignants, mais aussi du grand public. C'est quelque chose qui mérite d'être souligné et qui remercie et qui justifie des remerciements de la part de la population et des représentants que sont les élus, évidemment. On fait face à une situation qui est complètement incroyable, puisqu'un pays comme le nôtre n'arrive pas à fournir les masques chirurgicaux et FFP2, qui sont les masques normés pour les soignants. C'est la première des priorités. Pour ce qui est du grand public, et je dis que ces deux types de masques ne doivent pas pour l'instant être utilisés par le grand public parce que ils sont encore très tendus en termes de consommation par les hôpitaux partout dans le pays. Je relais par là la conférence de presse du Premier ministre de dimanche soir, et c'est quelque chose d'absolument fondamental. Sur des masques de type AFNOR, de type Direction générale de l'armement, donc des masques qui sont fabriqués localement, ils vont se déployer partout dans le pays, soit qu'ils aient été fabriqués par des couturières, des bénévoles, soit qu'ils aient été achetés par les collectivités, et c'est bien, et ça va se faire probablement d'ici le 11 mai ou dans les jours qui vont suivre le 11 mai. Il y a une chose sur laquelle j'interpelle les maires et j'interpelle aussi ceux qui sont en responsabilité, c'est qu'on ne dit pas assez comment doivent être utilisés ces masques. Et je suis très inquiet, moi, que ces masques deviennent pour un certain nombre de personnes des vecteurs de transmission ou du Covid-19 ou d'autres maladies. Un masque, c'est pas fait pour traîner dans la boîte à gants de la voiture, être mis quand on va faire les courses et être remis dans la boîte à gants de la voiture. Un masque jetable doit être jeté. Un masque lavable doit être lavé. Et cette question-là, elle est absolument essentielle. Donc, moi, j'ai vu des personnes autour de moi utiliser des masques lavables. Le geste de simplement enlever le masque quand vous discutez avec quelqu'un et de le remettre après, ôte à ce masque tout intérêt. Mieux vaut ne pas en mettre. Parce que ce geste-là, déjà, quand vous parlez à quelqu'un, il faut évidemment garder le masque. C'est peut-être pour ça qu'il est fait, plutôt que de l'avoir au volant de votre voiture si vous êtes tout seul dans la voiture. Mais ce geste-là, le fait de toucher le masque, pose une difficulté majeure. Or, un être humain n'est pas fait pour vivre avec un masque sur la bouche. Et donc, ce que les soignants ont appris par leur culture médicale et parce qu'ils sont médecins, infirmiers, aides-soignants, n'est pas appris par le grand public. Et donc, d'ici le 11 mai, il y aura un enjeu de santé publique d'apprendre à nos compatriotes à mettre un masque, à porter un masque et à retirer un masque. Pardon d'être pédagogique, mais cet élément-là, pour moi, est une source d'inquiétude majeure. Ce sera un tissu d'acarien, de virus et de bactéries si on n'apprend pas à nos concitoyens à les utiliser. Voilà. Je suis un peu dur, un peu sévère, mais je vous assure que c'est une question majeure dans le cadre du déconfinement. Et je pense que c'est bien d'apporter ces précisions justement. En regardant un petit peu ce qui se passe en ce moment, on s'aperçoit qu'il y a finalement
une grande partie des humains qui se remontent les manches, des actions solidaires, plein de choses qui se passent. On s'aperçoit également aujourd'hui que on a peut-être failli sur des manques de stock. On n'était peut-être pas préparé. On a peut-être pensé que ce genre de Covid n'arriverait pas jusqu'à nous. On a pensé que ça arriverait toujours qu'à l'autre bout du monde. On n'était peut-être pas prêt. Aujourd'hui, on se remonte les manches. On a des associations qui font du masque pour les aides-soignants, pour les EHPAD. On a des entreprises aujourd'hui qui stoppent leur système pour le consacrer notamment à faire aussi des masques, à livrer comme la maison des sirops Bigalet qui aujourd'hui prend ses stocks pour faire du gel hydroalcoolique. Est-ce que vous avez vent dans notre région justement d'entreprises qui ont arrêté leur but premier pour justement pour aider dans cette période? Ah oui, on a dans la région Auvergne-Rhône-Alpes près d'une dizaine d'entreprises qui vont fabriquer les 9 millions de masques commandés par la région. Et dans notre département, y compris en Chablais, dans la vallée de l'Arve, dans la région annécienne, des entreprises qui vont contribuer à la fabrication pour les besoins de l'épidémie elle-même. Alors d'abord pour l'État, puisque les masques, par exemple, sont aujourd'hui destinés en priorité à l'État, ils ne peuvent pas être vendus. Et puis tout un tas de choses, je pense notamment aux pièces mécaniques qui vont dans les respirateurs et qui sont une forme d'économie de guerre et qui vont alimenter les besoins médicaux. Ce qui est important dans votre question, c'est notre préparation. On a une mémoire courte sur les épidémies. Quand je dis courte, elle est très courte, elle n'est même pas à l'échelle d'une génération. La grippe de Hong Kong, c'est 69, 68, 69. La grippe asiatique, c'est 1959. Donc des épidémies, il y en a eu. Simplement, notre société aujourd'hui, notre société moderne, elle n'admet plus, elle n'aurait pas admis qu'on ait eu, par exemple, 50 ou 100 000 morts d'un coup de personnes qui seraient décédées faute d'avoir pu être pris en charge par des services de réanimation. Pourtant, c'est ce qui s'est passé il y a 40 ou 50 ans dans notre pays, et on l'a d'ailleurs même oublié. Donc, il faut qu'on soit, encore une fois, qu'on prenne du recul par rapport à ça et qu'on regarde vraiment les choses telles qu'elles sont. Moi, je trouve qu'il y a une opportunité considérable. D'abord parce que notre pays aura, et il faut le préserver, et c'est ce que nous sommes en train de faire, la capacité de redémarrer, mais notre pays, en particulier notre département de la Haute-Savoie, aura des capacités de rebond absolument considérables. Et pour une fois, dans notre environnement, on aura l'occasion de s'interroger sur la vie en société, sur les grandes priorités qui doivent être les nôtres à l'issue d'une crise comme celle-ci. À bien des égards, cette crise n'est pas du tout celle de 2008. Ça n'est pas une crise financière, ça n'est pas un effondrement du système monétaire ou bancaire. C'est une crise mondiale qui vient de la vie humaine ou des relations interhumaines. Et finalement, c'est une forme de crise de la mondialisation qui vient de l'être humain et qui vient pas du système. Et donc, on a l'occasion, l'opportunité, alors à chacun de voir comment il veut y contribuer, mais de regarder comment l'après peut être un après plus solidaire, plus respectueux de l'environnement et plus local. Je crois que les Français sont en train de redécouvrir qu'ils ont autour d'eux un tissu d'entreprises, d'agriculteurs, d'artisans qui font des choses, sans oublier les grandes entreprises françaises qui sont celles aussi d'ailleurs qui nous permettent de faire face aux défis. Et donc, il y a une forme d'équilibre et de réinvention. Moi qui suis quelqu'un plutôt un modéré, je pense qu'il y a vraiment une interrogation à avoir et toutes les personnes qui sont vos invités ce soir doivent y contribuer. Sa réponse, elle ne viendra pas évidemment que des politiques. On est bien d'accord. Et c'est vrai que finalement, on a cette première piqûre de rappel en espérant que ça se termine bien dans les semaines qui viennent. Mais a priori, de ce qu'on en voit, il va falloir vivre avec encore pendant pas mal de temps. Je vous ai senti tout à l'heure bien remonté sur l'histoire des masques. Ça m'amène justement à une autre question. Clairement, on est dans une période de vacances depuis le week-end dernier. Il fait très beau. On a annoncé le début du déconfinement pour le 11 mai. Est-ce que les gens ont perdu leur calendrier
Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il autant de monde d'un seul coup qui se retrouve dehors? On a une fréquentation beaucoup plus élevée que ces derniers jours, je trouve. Qu'en pensez-vous? Alors d'abord, si je suis engagé sur les questions de gestes barrières, c'est que je pense que la survie de la société et la durée du confinement sera en très grande partie due à notre capacité à respecter ce confinement et à faire en sorte qu'il produise tous ses effets. La question, c'est la limitation des rapports sociaux. C'est pas simplement le fait de rester enfermé chez soi pour ne pas attraper le virus. C'est ralentir la propagation du virus par la réduction du nombre de rapports sociaux. C'est un peu le paradoxe, puisque on sortira de ce confinement avec moins de 10% des Français qui auront rencontré le virus, mais ça nous aura permis de sauver nos capacités hospitalières. Sur ce qui se passe avec le confinement dans la société. Les gens en ont marre, on en a tous marre, il faut qu'on se le dise, c'est vrai. On arrive à un moment où individuellement, familialement, on peut comprendre une forme de saturation. C'est le risque du relâchement et c'est le risque de voir ce confinement ne plus produire ses effets. J'alerte nos concitoyens, les habitants, d'avoir attention à précisément ne pas perdre de vue qu'on a un vrai risque et qu'il faut bien aller jusqu'au 11 mai pour avoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés de propagation de l'épidémie. Quoi, on a un risque de rebond et je le dis, après le 11 mai, encore des choses seront imposées forcément. Maintenant, c'est pas interdit d'être dans le jardin, c'est pas interdit d'aller se promener, c'est pas interdit de prendre du temps, mais forcément en limitant au maximum tous les rapports sociaux. À bon escient donc.